Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des personnalités difficiles. Et pour ça, on va se baser sur le livre de Marwan Méry et Laurent Combalbert. Donc d'abord, Marwan Méry est un jeune diplômé de Sorbonne qui a exercé différentes fonctions de négociation et de direction au sein de grands groupes internationaux. En même temps, il a assisté pendant de nombreuses années casinos et cercles de jeux en France et à l'étranger pour les aider à repérer les tricheurs professionnels et détecter le mensonge. Laurent Combalbert, lui, a été négociateur de crise au sein du RAID, avant de rejoindre un grand groupe international en tant que directeur associé pour coordonner la gestion des situations de crise. Bon, maintenant, c'est quoi le terme de profil difficile? Eh bien, profil difficile ou personnalité difficile est très largement utilisé pour caractériser des individus qui présentent des difficultés relationnelles. Que la personne répugne à la tâche, qu'elle soit agressive, lente ou lunatique, elle se voit généralement affublée du qualificatif difficile. Nous considérons qu'un profil est dit difficile, nous dit Combalbert et Méry, dès lors que certains traits de caractère sont trop figés ou trop marqués, provoquant alors une inadaptation par rapport à la situation présente. De plus, cette rigidité est une constante sur laquelle il ne peut lui-même agir, générant de la souffrance pour lui-même ou pour autrui. Si un profil opposant entrave volontairement la relation, sauf cas spécifique, le profil difficile agit involontairement et inconsciemment. Nous allons donc commencer par le paranoïaque. Le paranoïaque se caractérise par la méfiance exacerbée qu'il peut manifester à l'égard des individus ou du contexte. Alerte, prudent et ombrageux, il fait preuve de réserve en toutes circonstances. En général, par exemple, on va dire qu'un pessimiste voit le verre à moitié vide. Le paranoïaque s'interroge sur les raisons de lui présenter un verre, et l'analyse qu'il livrera vous inculpera très certainement. Les paranoïaques sont peu enclins à l'humour et facilement susceptibles. S'ils ont cette inclinaison naturelle à distordre la réalité, ils se considèrent eux-mêmes comme irréprochables, honnêtes et loyaux. C'est avant tout l'autre qui est sournois et malicieux, pour un paranoïaque. En termes d'expressivité émotionnelle, ils se livrent très peu et préfèrent agir dans l'ombre, sauf quand ils estiment une situation intolérable. C'est comme ça qu'ils s'insurgeront face à un groupe baignant dans le bonheur pour faire entendre leurs constantes revendications. Et enfin, les paranoïaques mettent rarement en pratique ce qu'ils professent. Ils usent et abusent du mensonge et de la manipulation pour exister dans un monde qu'ils rejettent. Par définition, les paranoïaques font feu de tout bois. Plus vous produisez des messages longs, plus ils auront d'opportunités de vous mettre des bâtons dans les roues. Pour se mettre dans les meilleures dispositions et limiter l'interprétation, il est nettement préférable d'utiliser des messages courts et univoques. Le paranoïaque s'estime droit, exemplaire, honnête. Son discours est d'ailleurs basé sur l'estime qu'il a de lui-même et le décalage qu'il établit en altérant la réalité ou les intentions des gens. En faisant référence à la loi ou aux règles établies, le paranoïaque n'est plus en opposition avec les autres, mais avec ce qu'il proclame, c'est-à-dire lui-même. Et c'est précisément ça qui fait la différence. La vision sournoise du paranoïaque se nourrit constamment des intentions malhonnêtes qu'il prête aux autres. Tout est bon pour alimenter ses sens en éveil. Un moyen de lutter contre cette paranoïa est tout simplement de jouer la carte de l'irréprochabilité. Ce seront autant de grains à moudre en moins pour le paranoïaque. Par irréprochable, Marwan Méry entend « faites ce que vous dites et faites-le savoir ». Soyez tout le temps à l'heure, soyez poli, devenez un exemple pour les autres, répondez-lui dans des délais courts. Nous avons déjà observé des paranoïaques devenus admiratifs des personnes qu'ils méprisaient auparavant. C'est entre autres l'irréprochabilité qui a rendu possible le changement. Mais il y a certaines choses à éviter avec le paranoïaque, comme par exemple l'évitement. Sauf qu'à extrême, l'évitement est malheureusement une mauvaise solution. Les narcissiques sont des personnes extrêmement sensibles à leur environnement et aux personnes qui les entourent. Dès lors que vous jouez la distance, ils le verront très rapidement, ce qui, par voie de conséquence, accélérera leur paranoïa. En règle générale, l'évitement est vécu de trois façons face à un paranoïaque. D'une part, le mépris. En gros, il se dit « s'il m'évite, c'est que je ne suis pas assez important à ses yeux ». On a ensuite le complot, où il se dit « c'est ce que je pensais, il prépare quelque chose ». Et enfin la méfiance, où là il sera plutôt dans le style « il a changé, il est plus distant, je vais me méfier encore plus ». Donc c'est préférable de garder le contact, même si ce n'est jamais très très simple. On a ensuite l'humour. Le paranoïaque vit dans un monde terne et morne. Il souffre psychologiquement et constamment de la droiture qui s'impose. C'est en quelque sorte un paladin, ayant fait vœu de chasteté face aux infidèles heureux. L'humour est précisément ce que le paranoïaque ne peut s'autoriser. Il renferme la spontanéité, la gaieté, l'éclatement des frontières et la remise en question. L'usage de l'humour provoque généralement des comportements erratiques ou rigidifiés chez un narcissique. Si l'humour est en plus utilisé pour mettre en exergue ses défauts, vous devenez alors l'ennemi public numéro 1 du paranoïaque. Nous avons ensuite la personnalité histrionique. Donc l'histrionique
cherche par tous les moyens l'attention des autres. Pour cela, ce profil difficile use de la théâtralisation, de la dramatisation et de la séduction pour attirer le regard et ainsi être le centre de l'attention. Avant d'utiliser le terme histrionique, on parlait d'hystérie. C'est Hippocrate, médecin grec, nous dit Marouane Méry et Combalbert, qui fut le premier à proclamer ce que cette maladie était réservée aux femmes. L'hystérie est un terme dérivé du mot utérus. Il était admis que l'utérus, organe féminin, provoquait des crises émotionnelles, fortes accompagnées de phobies. La médecine évolua et l'on réalisa que cela n'avait rien à voir avec l'utérus et que des hommes pouvaient souffrir de ces maux, les mots MAUX. A noter cependant que la prédominance est fortement féminine. Les histrioniques exercent une pression constante sur leur environnement pour susciter la curiosité, l'envie ou même la colère. Ils cherchent avant tout à exister via le regard des autres. D'une expressivité émotionnelle à forte amplitude, ils passent très facilement du rire aux larmes, de l'euphorie à la tristesse. Prends au mensonge à la manipulation, ils altèrent le monde dans lequel ils vivent pour justifier leurs comportements théâtraux. Les histrioniques présentent également une incapacité à analyser, à se concentrer ou même à solliciter leurs facultés cognitives. Ils communiquent par des bribes d'impression, de pulsions ou d'intuition sans fondement précis ou données factuelles. Ce qu'il faut privilégier, c'est accepter d'être sublimé et dévalorisé. Une des caractéristiques principales de l'histrionique est le changement brutal de perception. Par moments, vous pourrez être admiré, en quelques minutes plus tard, être profondément dévalorisé, voire insulté. En acceptant le fait que les histrioniques ne peuvent malheureusement pas apporter la nuance nécessaire à leurs perceptions et propos, du moins dans un premier temps, vous êtes alors capable de ranger votre ego dans votre poche. Dites-vous qu'ils font cela pour simplement exister. Méry et Combalbert nous disent que l'hyperactif a un point commun avec l'histrionique, la peur de l'ennui. Pour ça, il passe d'une activité à une autre pour aller en extraire la substance. On pourrait le comparer à un vampire, où la curiosité et l'intérêt se substitueraient au sang. Afin de canaliser les élans histrioniques et s'assurer une écoute optimale, il est nécessaire de l'aiguiller vers des activités présentant un intérêt certain pour lui. Cela peut correspondre à lui proposer de partager un sujet qu'il connaît bien par exemple, à l'impliquer dans une tâche dans laquelle il excelle, à solliciter son expertise sur un sujet donné ou encore à le surprendre agréablement. Alors de cette façon, vos messages passeront toujours plus facilement, il vous écoutera toujours différemment. Les comportements excessifs des histrioniques sont la résultante d'un manque flagrant de confiance en soi. Ils adoptent ainsi des attitudes provocatrices pour chercher la rassurance et le regard admiratif. Ce cache-misère n'est cependant pas suffisant pour restaurer le peu d'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. S'ils cherchent des compliments, ils les abandonnent aussitôt pour les rationaliser. Ils se disent alors, ils ne pensent peut-être pas ce qu'il dit, ils n'en veulent qu'à mon corps. S'ils savaient dans quel état de dépravation je suis, je ne sais même plus pourquoi je fais tout ça. Ces ambivalences les torturent, les projetant dans des spirales sans fin. En valorisant des comportements adaptés par rapport à ce que requiert le contexte, vous ne mettez pas fin à leur torture, mais vous contribuez à les apaiser. Cela leur permet surtout de considérer les choses différemment. Ils peuvent alors se dire « je peux être reconnu » sans pour autant faire tout un cirque. Alors de cette façon, en usant d'une rhétorique adaptée, bienveillante et sans jugement, vous atténuez des comportements excessifs pour donner leur chance à des attitudes idoines. Mais comme pour le paranoïaque, il y a aussi des comportements à éviter. Comme par exemple le dévaloriser. S'il peut être tentant de le dévaloriser entre guillemets, parce que l'objectif c'est de le ramener sur terre, l'effet produit est généralement inverse. Les attitudes tendent à se rigidifier et l'amplitude des excès à s'intensifier. C'est simplement destructeur pour lui. Vous attaquez l'image qu'il construit au quotidien. Il est toujours préférable alors de s'attaquer au fond qu'à la forme. Il faut également éviter de se laisser séduire, parce que face à un histrionique, le risque majeur est de se laisser attendrir par ses douces tentatives de séduction. Les histrioniques sont d'habiles manipulateurs et usent de la relation pour parvenir à leur fin. Une belle femme aguichante ou un homme difficilement insaisissable peuvent contribuer à brouiller notre lucidité. Les personnes séduites par des histrioniques ne comprennent plus les comportements excessifs, mais les cautionnent par le biais de la rationalisation. Ils se disent alors, après tout, c'est sa personnalité d'être grande gueule, et vu comment elle est belle, ça lui permet de ne pas être parfaite. Si l'on compare les histrioniques à des vampires, leurs proies mordues deviennent alors des disciples aveugles, acceptant les comportements inadaptés de leur maître. A noter que mordu ne signifie pas nécessairement consommer. Les histrioniques entretiennent constamment des rapports de séduction et passent rarement à l'acte. Ils savent pertinemment que la séduction a une emprise bien plus forte tant qu'elle n'est pas consommée. Ce qu'il faut également éviter, c'est de détruire le lien. Les histrioniques sont des êtres en souffrance et n'existent qu'au travers du regard des autres. Ils sont donc attentivement dépendants de leur entourage, d'où la pression constante qu'ils exercent sur leurs proches. En brisant le lien qui vous unit à un histrionique, qu'il soit personnel ou professionnel, vous le rejetez brutalement.
Alors, certes, il comprend alors immédiatement que vous n'êtes pas réceptif à son mode de fonctionnement, mais vous ne pourrez espérer grand-chose de lui par la suite. Si tous les histrioniques ne sont pas rancuniers, nombre d'entre eux le sont fortement. Et ceux qui ne sont pas excelleront dans la créativité pour vous faire comprendre que vous avez mal agi.